Alors légalement, la France a le droit de déchoir les individus de leur nationalité puisqu'on n'a pas ratifié la Convention de l'ONU de 1961. On l'a signée, mais on ne l'a pas ratifiée. Donc si c'est efficace, pourquoi ne pas l'élargir à tous les Français si ça doit faire moins de terroristes? Écoutez, moi je reviens sur ma remarque du début, je ne comprends rien du tout à ce débat. On a l'impression que la soif médiatique des hommes politiques est telle qu'ils viennent apporter des idées en plus, même si c'est complètement hors du sujet. Encore une fois, on ne parle pas du terrorisme, on parle du débat médiatique et politique. Mais il est atterrant en France, atterrant de médiocrité. Et donc, encore une fois, pourquoi ne reste-t-on pas sur la question? La déchéance existe dans le Code civil. Pourquoi ne parle-t-on pas du terrorisme et de ses formes? Pourquoi ne parle-t-on pas de l'efficacité de la mesure? Pourquoi parle-t-on sur les principes? Parce que c'est facile, on peut démontrer une chose et son contraire. Rappelez-vous Cicéron, il était capable de faire une plaidoirie pour l'un, une plaidoirie pour l'autre. On est exactement dans ce débat-là. On ne touche pas à l'objet, on touche au principe. Pierre Birnbaum, pourquoi c'est important de rester sur les principes, à votre avis? Il y a tout de même un tour de passe-passe dans ce projet, puisque on sait très bien que le Conseil constitutionnel n'accepterait pas qu'une loi change. Bien sûr. Donc, on va changer la Constitution en imaginant que le Conseil constitutionnel va empêcher que une loi puisse aboutir à la même décision. Il y a un tour de passe-passe qui a quelque chose d'un petit peu aberrant. Et je pense qu'il a quand même quelque chose qui va à l'encontre de toute notre tradition. Vous avez dit tout à l'heure c'est vous, madame, qu'en 1938, on avait déjà pris des mesures dans ce sens. Elles touchaient, et vous l'avez rappelé, les personnes qui ont été nationalisées déjà. Et donc, elles ne touchaient pas les Français de naissance. Mais c'est une transformation radicale du problème. Et je ne comprends pas très bien qu'on est dans un tour de passe-passe, dans une ambiguïté incroyable. Si l'on suit bien cette distinction entre ceux qui ont été nationalisés et ceux d'autres qui vont perdre leurs droits au bout de 15 ans, ou avant 15 ans, ou après 15 ans, ou ceux qui sont nés français. Il y a là un changement radical, qualitatif, comme on disait dans ma jeunesse. Et de ce point de vue, monsieur, nous nous connaissons depuis longtemps, vous avez dit que le Conseil d'État a approuvé. Mais non, le Conseil d'État a approuvé, il est bien forcé. Mais si vous regardez, pardonnez-moi de lire le texte, si vous regardez de très près le texte du Conseil d'État, il accepte le premier projet, mais il dit ceci, je cite, « Cette mesure pourrait se heurter à un éventuel principe fondamental reconnu par les lois de la République, interdisant de priver les Français de naissance de leur nationalité. La nationalité française représente dès la naissance un élément constitutif de la personne. Elle confère à son titulaire des droits fondamentaux dont la privation par le législateur ordinaire pourrait être regardée comme une atteinte excessive et disproportionnée. » Nous allons dans ce sens-là. Oui, nous entrons dans un processus qui est profondément disproportionné. C'est le Conseil d'État qui le dit. Oui, de réponse. Premièrement, c'est pour cela que le Conseil d'État suggère une révision constitutionnelle, voilà. Ce qui n'était pas forcément la position du président de la République lorsqu'il l'a exprimé au Congrès. Le président de la République au Congrès ne dit pas nécessairement qu'il faut une révision constitutionnelle. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le président de la République le gouvernement a demandé au Conseil d'État son avis. Et dans l'avis du Conseil d'État, celui-ci dit, pour la raison que vous indiquez, puisque ça met en cause effectivement un principe fondamental, il dit il faut passer par la révision constitutionnelle. Il dit un peu plus loin, quand même, et c'est quand même un point important, que la déchéance de nationalité par rapport au terrorisme est légitime. Donc, il ne dit pas que cette disposition, pour ce qui le concerne, pour son avis, n'est pas souhaitable. Si je peux prendre la parole encore juste une seconde. Elle a été appliquée, vous dites, en 1938, c'est vrai, pour les personnes qui ont été naturalisées. Ensuite, elle a été appliquée au général de Gaulle et à ceux qui sont partis entre mai et juin 40, en 1940, donc Pierre Mendès France, etc. 60, attendez, je reviens à cette question de Oui. Vichy. Donc Vichy impose cette mesure à ceux pour des raisons politiques. Mendès France, René Cassin, Leclerc sont partis en Angleterre, on leur ôte leur nationalité. Mais Vichy, et là, madame, je crois que vous avez tort de ce point de vue, Vichy ne retire pas la qualité, la nationalité aux Juifs qu'elle va déporter. Vichy déporte ces Juifs français en tant que Français. Ils ont été déchus de la citoyenneté, mais pas de la nationalité. Contrairement à ce que vous dites. Mais c'est essentiel. Si on regarde les choses de près, ils sont déchus de leur citoyenneté. C'est-à-dire on les exclut de la fonction publique. Ils perdent leur droit de vote.
ils ne sont plus des citoyens, mais ils sont toujours français. Et Vichy les met dans des camps et les déporte en tant que français. Mais monsieur, on ne peut pas les comparer avec les terroristes. Malika Sorel. Vous vous rendez compte ? L'exemple me choque profondément. On va prendre Vichy en exemple. Vous vous rendez compte, ils les ont envoyés à la mort et ils leur ont gardé la qualité de français. C'est effrayant. Cette mesure n'a jamais été prise avant. Non, mais il faut arrêter de parler de Vichy, monsieur Birenbaum, parce que nous ne sommes plus sous Vichy. Ce qui nous arrive, mis à part le comportement des élites, comme je l'explique dans mon livre, ça n'a plus rien à voir avec Vichy. Les juristes en parlent tous les jours dans le commentaire. Alors, autre chose, le Conseil d'État, c'est quelques hommes qui font la loi. Je suis désolée, mais au Conseil d'intégration, nous avons vu que régulièrement, lorsque nous sommes confrontés à des questions de laïcité, et là vous pourriez invoquer, vous parlez des grands principes, mais la France, c'est quelque chose, elle est habitée, il n'y a pas... Quand j'ai habité, c'est en termes spirituels. Donc, ce n'est pas simplement le droit du sol. Vous naissez, ou même, vous savez, vous pouvez parler également du fait d'obtenir la nationalité par mariage. Demain, si j'épouse un Chinois, je ne vois vraiment pas, connaissant les Chinois, en quoi je deviendrai chinoise. C'est de l'aberration totale. Et puis, le droit du sol, à une époque, avait sa signification. Lorsque nous n'étions pas dans un monde avec les frontières ouvertes, avec le dieu capital qui régnait sur la planète, et où vous aviez le commerce des êtres humains, tout le monde peut bouger, parce que l'intérêt finalement du dieu capital, c'est le fait que les êtres humains sont des corps qui se déplacent, et ils sont dénués de toute spiritualité, nous le savons, nous sommes quelque part. Les migrants sont aussi des victimes. Vous savez, j'ai habité dans une terre étrangère et je sais ce que c'est que le fait d'acquérir une autre identité. Ce n'est pas quelque chose qui se fait parce que vous naissez sur un sol ou vous mariez avec un Français. Donc le droit du sol avait une signification à une époque, lorsque les frontières étaient ce qu'elles étaient, lorsqu'il n'y avait pas de maintien de liens prégnants avec le territoire d'origine, et où est-ce que les parents n'avaient pas d'autre choix d'inscrire leur descendance dans le peuple, lier le destin avec le destin du peuple d'accueil. Nous ne sommes plus dans cette situation. Le fait de ne pas avoir pris conscience de tout cela dès les années 80, où je vous rappelle, Georges Marchais avait déjà parlé d'un certain nombre de problèmes qui apparaissaient. Il a été méprisé, il a été traité de raciste par le Parti socialiste à l'époque. Donc nous n'avons pas voulu analyser de manière objective les difficultés parce que nous avions affaire à des êtres humains. Et aujourd'hui, ce que nous payons, et lorsque l'on entend le juge Trévidic, lorsqu'on le lit, ce que nous vivons, c'est depuis le début des années 90, les filières terroristes. Nous les avons laissées se développer. Et je suis entièrement d'accord avec vous, la déchéance ne fera pas tout. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une politique que j'ai appelée la politique du loup dans la bergerie. Les personnes veulent partir faire le djihad, on leur dit non, mais mes braves gens, restez plutôt en France. Mais ils vont faire le djihad en France. C'est-à-dire que les gens qui se sont programmés. Le terrorisme n'est pas un problème français. Moi, je l'ai dit à un bras de Manuel Valls. Un peu fou à penser que c'est un problème français, le terrorisme. À mes contacts, parce que j'ai travaillé au HCI, nous sommes en contact aussi bien avec ceux qui gouvernent, donc aussi bien la droite que maintenant la gauche. Nous avons été en contact. Et je l'avais dit au bras droit de Manuel Valls, mais vous les laissez partir, et c'était quelques semaines avant Charlie Hebdo. Vous les laissez partir. Par contre, l'informatique d'aujourd'hui fait qu'en temps réel, nous savons qui va partir et où. Vous ne le laissez pas re-rentrer. Parce que sinon, vous aurez du sang sur les mains. Et quelques semaines après, nous avons eu Charlie Hebdo et nous avons vu les profils. C'était des gens qui avaient été fanatisés. Nous avons retracé toute la filière. Ces gens-là, nous les laissons ici en espérant. Et je prends en témoin les gens. Les programmes actuels de déradicalisation ne donneront absolument pas les résultats attendus. Nous sommes face à des problèmes extrêmement graves que vous connaissez très bien, monsieur Connaissant, et qui ne vont pas se résoudre comme ça en expliquant à des braves petits que ci, que ça. Et dernier point, ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas du tout quelque chose qui tombe du ciel. Ce qu'a vécu le général Gamal Abdel Nasser, il a été confronté à qui et à quoi ? Moi, j'ai vécu en Algérie lorsque nous avons vu arriver les prédicateurs, et y compris des enseignants qui commencent à nous tenir un certain nombre de discours sur les bancs de l'école en Algérie. Et ensuite, vous avez l'Algérie qui a basculé. Nous avons eu ce qui s'est passé en Libye. J'étais chez vous, monsieur Tadei. Vous avez fait une émission et j'avais dit nous ne devons pas intervenir en Libye. C'est une grave responsabilité. Et j'avais dit à l'époque que Nicolas Sarkozy faisait une monumentale erreur. Il ne fallait pas intervenir. C'est de l'ingérence. C'est très mal vécu par le monde arabo-musulman. Il fallait quelque part peut-être leur apporter une aide, mais certainement pas que l'Occident intervient comme ça. Qu'avons-nous fait en Syrie? Et à chaque fois que nous intervenons, nous créons du ressentiment. Il faut comprendre aussi les peuples. Ils ont une fierté aussi, et je peux vous garantir que la fierté du monde arabo-musulman est extrêmement forte et qu'on ne joue pas impunément avec le sentiment de fierté arabo-musulman
sans risquer des conséquences. Et donc, je vous l'accorde, il y a un certain nombre de responsabilités que nous devons regarder en face. Mais se tromper de débat et penser que nous allons résoudre nos problèmes avec quelques petits programmes de déradicalisation, bisounours qui ne donneront pas les résultats escomptés. Je ne dis pas que ça ne va pas sauver 1 ou 2 personnes. Nous ne sommes pas face à ça. Lorsque vous regardez les fichiers S et le nombre qui augmente de manière exponentielle, il se passe quelque chose. Autre chose, lorsqu'on n'a pas cessé depuis des années, et y compris la droite. Donc c'est vraiment pas une question de droite-gauche. C'est pour ça qu'il faut rester unis sur ces questions et essayer de travailler en bonne intelligence tous ensemble. Moi, je crois qu'il faut être vraiment désunis. Et sur ce, avoir mis en accusation le corps enseignant, par exemple. Lorsqu'un certain nombre d'enseignants tirer la sonnette d'alarme et leur avoir dit « mais oui, mais vous discriminez, mais oui, il faut enlever certains programmes parce que vous voyez ça déplaît, etc. » C'était la dernière chose à faire. Il fallait soutenir le monde enseignant. Nous savions, je suis très bien placée pour savoir, puisqu'une nouvelle fois aussi, nous travaillons directement avec le ministère de l'Éducation nationale sur les problèmes qu'il y avait sur le terrain. Nous étions au courant de tout, comme je le développe dans le livre. Et le pouvoir politique, soit de droite ou gauche, a préféré à chaque fois minimiser ou sortir des petites mesurettes qui n'ont rien donné. Moi, je pense vraiment que c'est l'arbre qui cache la forêt aussi, tout cet ensemble de débats. On voit bien que tout ce soir, évidemment, on ne discute que de la déchéance de nationalité et jamais de la constitutionnalisation de l'état d'urgence. On est quand même dans une sorte d'état d'exception, un ersatz d'état d'exception qui va être instauré peut-être par le Congrès, si le Congrès le vote comme je le pense. Et je pense que vous parliez du juge Trévidic. Alors c'est extrêmement intéressant parce qu'on est dans une situation actuelle où une loi pénale, la 27e loi en matière d'antiterrorisme depuis 30 ans, la 27e loi, donc on voit combien les lois sont efficaces. On va voir que cette 27e loi ôte encore un petit peu plus de pouvoir au juge d'instruction, alors que le juge Trévidic, avec juste raison, explique combien c'est important de renforcer le pôle antiterroriste, d'avoir plus de juges d'instruction, c'est-à-dire plus à la fois de sécurité et de liberté, puisque quand même ces gens font l'objet non seulement de procédures d'instruction, mais de détention provisoire, mais de jugement dans les cours d'assises antiterroristes. Et ce à quoi on assiste, et on le voit bien ce soir, c'est qu'on va complètement passer à la trappe le fait qu'on va renforcer énormément les pouvoirs de police, on va diminuer les pouvoirs du juge judiciaire, et on va augmenter les pouvoirs du procureur qui ne sont pas des magistrats selon la Cour européenne des droits de l'homme. Donc je trouve que ce débat montre bien ce soir, en tout cas, selon la Cour européenne, alors ça c'est clair, ce ne sont pas des magistrats, ce sont des personnes qui sont effectivement, ils ont un statut de magistrat, mais ils ne sont pas une autorité judiciaire. Vous faites allusion à aux nouvelles mesures qui viennent d'être annoncées. Et également, quand même, à l'état d'urgence qui va être instauré, parce que la déchéance de nationalité, c'est le deuxième point de la réforme constitutionnelle qui institue l'état d'urgence sans aucune limitation de durée et sans aucun contenu. On pourra le renouveler comme on voudra. Mais comme aujourd'hui. Mais comme aujourd'hui, madame. Aujourd'hui, c'est une loi. Le problème, c'est qu'il n'y a même pas dans la aucun Constitution. contenu C'est une loi prévu. aujourd'hui. Donc c'est vraiment une atteinte, c'est un progrès à mon de le mettre dans la avis, Constitution au pour la liberté. contre-pouvoir et à la démocratie. Ça me semble extrêmement grave. Moi, je voudrais dire quelque chose. Vous avez parlé de mesures à prendre quand viennent des actes terroristes, et je suis tout à fait d'accord qu'il ne faut pas rester sur la question des principes, sur la déchéance de nationalité, et qu'il faut réfléchir, comme moi j'essaye de faire, en termes de rationalité politique. Et souvent, les gouvernants, parfois, font des choses sans avoir conscience de ce qu'ils font. Et je pense que nous vivons un moment que nous avons déjà connu, en fait. Et moi, je pense qu'il y a un objectif très objectif, enfin très clair, de tout ce débat sur la déchéance de nationalité, puisqu'en même temps, quand même, quand Manuel Valls a fait cette conférence de presse, il a aussi parlé de l'extension de la rétention de sûreté possible pour les gens condamnés à la fin de leur peine pour actes de terrorisme. Or, ce cycle infernal, où vous avez une idéologie nationale, et après vous déchevez un certain nombre de... Vous faites une déchéance de droit, etc. Bon, dans l'histoire, ça s'est connu, et ça a toujours abouti à une forme politique traditionnelle qui est le camp. Et moi, je crois que l'objectif fondamental du gouvernement aujourd'hui, c'est de se donner le droit de créer des camps comme Guantanamo, puisque si vous créez des gens déchus de nationalité dans des pays qui ne vont pas en vouloir, quel territoire va être
où vous pourrez les mettre. Dans quel territoire vous pouvez les mettre? Si vous considérez qu'ils ne sont pas légitimes à être sur ce territoire et qu'ils n'appartiennent pas à un autre territoire, eh ben, il n'y a qu'un territoire qui va être pour eux, qui va être le camp. Et de la même manière, la rétention de sûreté est une forme d'enclampement. Il faut comprendre que ce cycle-là, il a été connu dans l'entre-deux-guerres, Hannah Arendt l'a parfaitement décrit. Il a été à l'œuvre aux États-Unis avec Guantanamo, Giorgio Agamben l'a décrit. Le cycle nationalisme, déchéance de nationalité, production d'apatrides, encampement, c'est une rationalité politique traditionnelle. Et aujourd'hui, les mesures que vous prenez, c'est créer des camps sur le territoire français. Bon, ben c'est bon. Ça va, on a résolu la question, on va créer des camps. Non, mais pour donner, par exemple, pour pas que... Parce qu'on peut être... On peut être un peu énervé quand on voit ce qui se passe et des arguments du type qu'on peut trouver ultra-gauchiste de dire oui mais ça y est on sape nos libertés, on a envie de dire oui mais attendez il y a des problèmes de sécurité. Bon bref, prenons un exemple très concret et qui existe. Moi, mon livre est là-dessus, par exemple l'apologie du terrorisme. L'apologie du terrorisme c'est quelque chose qui le 13 novembre 2014 a fait l'objet d'une loi, c'était la loi Cazeneuve. Et donc cette loi décide de prendre l'apologie du terrorisme, de la sortir de la loi de 1881 et de la mettre dans le code pénal, de l'insérer dans le code pénal. Ce qui veut dire que les procédures appliquées sont désormais des procédures pénales, qui sont des procédures qui sont évidemment beaucoup plus privatrices de liberté. Et ce qui se passe, c'est que, à la limite, à ce moment-là, on se dit, bon, d'accord, pourquoi pas, on comprend l'intention, on a du mal à coffrer ceux qui radicalisent, ceux qui font du recrutement sur Internet, et donc on a un moyen là assez simple de trouver un propos jugé comme étant de l'apologie du terrorisme et donc de mettre de la prison ferme. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'après Charlie Hebdo, on a mis de la prison ferme, 6, 8 mois, 9 mois de prison ferme, à des jeunes de 18 ans désaxés qui ont tweeté « Je suis Kouachi ». Donc le problème de ces lois-là, c'est vraiment, vous voyez, c'est-à-dire que c'est très sensible en fait. Et on passe très vite de lois qui effectivement... on pourrait se dire, mais non, mais c'est tout à fait justifié, c'est des terroristes, on combat le terrorisme. Et là, tout d'un coup, très rapidement aussi, on passe dans des lois qui mettent en prison des gens qui sont parfaitement quand même innocents. Je vais vous donner la parole à Pierre Connaissable, et dans la foulée, il y a 2 nouvelles mesures qui ont été annoncées, là, récemment, elles aussi, pour combattre le terrorisme. Je vous invite à les découvrir. C'était sur France 2 avant-hier. Parce qu'il y a des ados.